Merci professeur Gelbi, je remercie tout le monde et je remercie la société tunisienne de m'avoir associé à cette présentation. Par la même occasion, je remercie le docteur Martin qui a accepté cette invitation, qui nous a aidé au départ pour cette expérience. Ainsi, notre chirurgien de Turquie, qui est l'ami qui travaille avec notre ami Humid, qui l'a remplacé aujourd'hui. Voilà. Tout d'abord, il y aura des redondances dans quelques diapos pour insister sur certains éléments. Tout d'abord, on va commencer par l'importance du sujet qui est l'insuffisance cardiaque. Il faut savoir que le nombre ne cesse d'augmenter, surtout dans les prospections de 2037, comme vous voyez ici, plus que 10 millions de patients par exemple en US. Et cette répartition augmente avec l'âge, donc les patients qui sont à plus de 80 ans, donc ils ont plus de risques d'avoir cette insuffisance cardiaque. Ce qu'il faut savoir, ce qui nous intéresse nous aujourd'hui pour le LVAD et la transplantation, c'est le stade D, comme vous voyez ici, pour la classification de l'insuffisance cardiaque. Juste, je rappelle que le premier stade qui est le stade de patients à risque, le deuxième stade qui est le stade des patients en insuffisance cardiaque et qui commence des symptômes. Le stade 3, c'est l'insuffisance cardiaque qui est installée mais qui est bien équilibrée. Et le stade D, c'est l'insuffisance cardiaque donc, qui nécessite une prise en charge particulière. Juste quelques rappels pour les critères d'insuffisance cardiaque. Je ne vais pas les citer parce qu'ils ont été cités tout à l'heure. Il faut insister que ce sont des patients qui sont symptomatiques et qui présentent des dysfonctionnements, donc fonctionnels de la pompe cardiaque avec une FE qui est très basse, avec des décompensations cardiaques, souvent donc, en unité de soins intensifs de cardiologie. Il ne faut pas sauter directement sur le malade. Il y a le traitement médical qu'il faut taper dessus, et on insiste là-dessus. Une deuxième classification qui est intéressante à connaître pour tout le monde, pour l'Intermax, c'est elle plus ou moins qui guide un tout petit peu donc, cette prise en charge et qui a une connotation un peu pronostique. Et nous, on s'intéresse aux patients à partir d'Intermax 4, je pense, pour le LVAD. Et plus on avance l'Intermax 3, 2, 1, plus le patient est grave, plus le risque opératoire est important. Donc, c'est des malades assez graves qu'on opère de plus en plus. Il faut savoir que le LVAD fait partie dans le chemin du parcours du patient pour l'insuffisance cardiaque. C'est un truc avéré, il est là. Donc on ne va pas en discuter trop. Donc fait partie des différentes recommandations internationales. Un fait important, et j'insiste sur cet élément qui est très important, donc il faut travailler en équipe. Il n'y a pas un médecin de l'insuffisance cardiaque, il y a l'équipe d'insuffisance cardiaque, le Heart Failure Team. Donc, c'est un travail d'équipe multidisciplinaire entre cardiologue, échographiste, rythmologue, chirurgien cardiaque, anesthésiste et cathétériseur aussi. Voilà. Idéalement, bien évidemment, je représente le Centre national de greffe, donc je parlerai de la transplantation qui est le traitement idéal. Ça va de soi, mais devant la pénurie de greffons, c'est pas une machine, on va commander un cœur compatible avec X ou Y, donc c'est un peu difficile parfois de trouver un greffon. Comme vous allez le voir tout à l'heure, au cours de notre présentation, on a donné des LVAD pour des jeunes de 21 ans, donc qui auraient pu avoir une greffe cardiaque, ça aurait été mieux pour lui. Voilà, le nombre de greffons dans le monde est limite et surtout sous nos cieux. Donc, on est un pays qui en voie de développement et dans la greffe, comme vous voyez dessus, la demande est aussi importante, mais les besoins sont faibles. Idéalement, c'est ça la machine de rêve. Donc, c'est l'augmentation de la pression artérielle, augmentation de perfusion tissulaire, diminution de la pression télédiastolique du ventricule gauche, diminuer la consommation du ventricule et diminution de la pression au niveau de l'ogier. Malheureusement, il n'y a pas cette machine miracle sans conséquences. Voilà, je vais vous exposer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas trop le LVAD. Rapidement la technique, je ne vais pas insister trop parce que ce n'est pas un truc chirurgical qu'on va exposer aujourd'hui. Donc, il faut bien se repérer au niveau de pointe de VG. Donc, comme vous voyez ici, c'est un repérage essentiellement par échographie, avec la collaboration de l'échographiste. On installe l'anneau, mise en place de l'anneau, sur lequel va se fixer la turbine. On va avancer rapidement. Voilà. C'est ça, la turbine qu'on met, c'est la LymphFlow. Elle va être insérée au niveau du VG après perforation du VG, comme vous voyez. Et puis, rapidement, avancer rapidement. Ça, c'est l'outflow, c'est la ligne sur laquelle la voie d'éjection au niveau de la aorte et la drive line sur laquelle il y a
donc le monitorage et on commande le nombre de tours et les données. Fait important, il faut faire l'anastomose un peu basse sur l'aorte ascendante pour laisser la place ultérieurement à la greffe cardiaque, laisser assez de moyens pour l'aorte ascendante pour les patients qui sont en bridge. Donc, I need help, je pense que vous avez discuté tout à l'heure de ça, donc je ne vais pas insister. L'évidence de la thérapeutique, elle est là, elle a été déjà citée par Dr Martin tout à l'heure et Dr Mourali. Je ne vais pas insister, juste deux éléments, c'est que l'amélioration clinique des patients, elle est claire, nette, et il n'y a pas de doute sur ce sujet. Surtout, je vous recommande de voir cette diapo sur la classification, stade 3 et 4 de la classification NYHA. Tous les patients, presque, il n'y a plus de stade 4 au bout de quelques mois, et la majorité sont au stade 1 et 2. Voilà. Quelle est l'étape limitante de cette procédure? Je pense que ça a été dit. La première étape limitante pour l'intervention déjà, pas pour le suivi, c'est la déférence droite. Ceci peut être expliqué par plusieurs phénomènes. L'un des trois phénomènes essentiellement. La première chose, lorsqu'on donne un outflow du ventricule gauche assez important, 4 à 5 litres, il va revenir vers le ventricule droit, donc il va être submergé par un débit sur lequel il n'est pas habitué. La première chose. La deuxième chose, c'est la dilatation du ventricule droit suite à cette augmentation du volume. Et en même temps, la pointe de VG, il y a une turbine qui suce le sang. Et si on suce trop le septum, donc il y aura un dysfonctionnement du VD en même temps associé. Et sachant que ces patients pouvaient avoir une insuffisance tricuspide au départ, soit apparition de cette insuffisance tricuspide suite à ces événements hémodynamiques, ou bien l'aggravation d'une IT préexistante. Donc c'est pour cela qu'il faut bien évaluer le ventricule droit, donc avec sa valve tricuspide. Et il faut savoir qu'une fois implanté, c'est pas fini. C'est comme un voyage qu'on commence avec le patient. Je pense que tous les cardiologues qui gèrent les LVAD connaissent mieux que moi leurs patients. Ils connaissent tous les détails de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont sujets à plein de complications. Donc, et l'étape limitante, ce n'est pas uniquement la chirurgie, c'est le suivi ultérieur, les différentes complications qu'on a. Donc, il faut être auprès de son patient. Un suivi régulier et correct de ces patients est important. Et comme il a été cité tout à l'heure sur le plan traitement médical, le saignement, toutes les complications possibles, même rythmiques aussi, celles qui sont passées inaperçues au départ. Donc, il faut être auprès du patient. Les différents scénarios, soit un bridge to transplant, on va faire le bridge pour la greffe cardiaque, ou bien un bridge to bridge, il va être installé définitivement. Donc, c'est les différentes situations. Ou bien le bridge to recovery. Bon, je n'y crois pas trop à cette bridge to recovery, franchement. Mais on a implanté quelqu'un il y a 1 an pour une dysfonction VG sévère. Il était à 15-20% avec sans étiologie associée. Et après plusieurs décompensations, on a insisté pour lui mettre un LVAD. Et heureusement pour lui, il a récupéré après 1 an et 2 mois. Et on a explanté le patient. Il va bien maintenant. Donc, il faut y croire parfois. Voilà, je vais insister juste sur 2 éléments avant de vous montrer notre expérience. Première chose, la sélection doit être multidisciplinaire. C'est une décision très importante. C'est le message, je pense, à transmettre pour tout le monde. C'est un travail d'équipe par excellence. Et le moment le plus important, il ne faut pas opérer ces patients trop tôt, mais il ne faut pas les opérer trop tard. On ne sauve jamais un mort. Et on ne donne pas une maladie à une personne qui aurait pu être stabilisée sous traitement médical. Ça, c'est le message clé, je pense, qu'il faut avoir. Voilà, donc les problèmes neurologiques, on ne va pas parler, vous en avez parlé tout à l'heure. Je vais vous présenter notre expérience. Donc, on a fait jusqu'à maintenant 12 et aujourd'hui, l'après-midi, on va faire le 13e, si Dieu le veut, bien sûr, parce que ça ne tient pas uniquement à un chirurgien et un cardiologue. Ça, c'est notre patient, le jeune de 21 ans. Donc, il y a une dysfonction VG sévère, 17%, qui a été hospitalisé en réanimation à Sfax, qui était sous dobutamine. Donc, il avait des signes de bas débit avec des lactates qui étaient 4-5. On n'arrivait pas à sevrer ce jeune qui est étudiant. Donc, on arrivait à Intermax 3. Il va aussi entre Intermax 2, Intermax 3. Voici l'écho cardiaque. J'espère que ça marche. Voilà. Donc, il a une petite note d'IM, avec un VD qui est assez correct, disons. Voilà, différents échos. Le VD qui n'est pas dilaté. Donc, ce patient, quoi lui faire? Idéalement, c'est une transplantation cardiaque, franchement.
Il était en perfusion qui était assez correcte aussi des organes, donc on pouvait le présenter pour greffe. Mais malheureusement, la disponibilité de greffons n'était pas de jour. Donc, on lui a fait donc une assistance cardiaque et voici l'échographie post-opératoire. Le patient, le VD, comme vous voyez ici, il a tenu bon. Et le patient, il est revenu chez lui, il est actuellement étudiant, il étudie. Et probablement, on va le proposer pour transplantation, pas pour le moment. On va le laisser se reposer un tout petit peu. Et voilà. Donc, notre deuxième patient, c'est un patient qui avait une histoire de cardiomyopathie ischémique, qui était âgé de 56 ans, avec le dernier infarctus qui date de 1 mois et demi, avec une reperfusion de l'IVA, mais c'était un syndrome de l'IVA ouvert, donc sans aucune conséquence sur la contractilité. Et le malade est resté 3 semaines en unité de soins intensifs en cardiologie à Guérouan. Il était sous Intermax 3 aussi. Voilà, cet écho a été fait sous Dobu, donc c'était pas fameux, avec un ventricule droit qui était assez correct. Il a été opéré, il va bien aussi. C'était 2 cas pour vous présenter. Le premier, qu'on peut proposer cette technique à un jeune. Le deuxième, c'est qu'on peut proposer les meilleurs patients, plus ou moins entre guillemets, c'est les patients qui ont une cardiopathie ischémique, qui ont généralement un ventricule droit qui est assez compétent. On va parler par contre de monsieur, je suppose, exactement, c'est notre Hichem, notre fameux patient Hichem. Ça, c'est plus intéressant, je pense. C'était notre troisième cas. C'est un patient de 63 ans qui avait une grande histoire de cardiopathie ischémique. Mais le seul souci qu'il avait, c'est qu'il avait un anévrisme du VG qui était assez important. Voilà, c'est un faux anévrisme qui faisait à peu près, je n'ai pas l'IRM ici, mais vous voyez ici le pertuis donc, qui est clair au niveau de l'écho. Ouais, voilà. Et avec le contraste spontané au niveau du ventricule gauche. Le patient a été il a été opéré avec un bon résultat, mais au cours de ces anévrismes, je pense que l'élément le plus important, c'est premièrement de savoir une bonne configuration tridimensionnelle du VG, parce qu'il faut savoir, après la cure du ventricule gauche, il faut savoir où mettre la turbine, dans quel siège. Il ne faut pas qu'elle soit trop vers le septum, trop vers la paroi pariétale. Il faut qu'elle soit bien devant la valve mitrale. Et le cœur est arrêté, il est très mou, et on peut le disloquer dans les différents sens. Donc il faut avoir un peu d'imagination pour réaliser ce procédé. Voilà, le patient a été opéré et il va bien. Il a survécu 1 an et 8 mois, puis il a été transplanté. Le patient suivant, voilà. Juste, on va parler un petit mot sur les thrombus et les dispositifs. Ce qui est sûr, il faut exclure tous les auricules gauches chaque fois qu'on peut le faire. Et pas chaque fois qu'on peut le faire, il faut le faire. Et particulièrement, on va parler des thrombus au niveau de l'apex, ou bien même des thrombus qui tapissent la paroi du ventricule gauche. Et il ne faut pas hésiter, franchement, à les opérer. Et il faut par contre une bonne cure de ce thrombus, c'est-à-dire il faut pas laisser de débris au niveau du ventricule gauche, car si un des débris passe au niveau de la turbine, je pense que c'est l'arrêt de mort pour le patient. Vous allez le voir ici, le thrombus, voilà, au niveau de l'apex. Et malheureusement, ce patient a été recusé pour la transplantation car il avait une PAPS à 85. On l'a proposé pour greffe. Avant l'admission, on l'a appelé le jour de la greffe. Et toujours, on a une réévaluation après la greffe. Donc, il a élevé ses pressions pulmonaires de 45 à 80. Donc, il a été recusé le jour de l'intervention pour greffe. Et il a été mis sur le programme de LVAD. Et c'était notre premier patient qui était avec l'aide de Ramzi, de l'équipe de Dr Martin aussi. Voilà, donc ça c'est le patient d'aujourd'hui qui a été programmé, donc espérons qu'il soit opéré aujourd'hui. On a encore le temps. Voilà. Donc c'est un jeune patient d'une quarantaine d'années qui a une dilatation énorme du ventricule gauche. Le ventricule droit à l'écho sans d'obus était était limite. Mais après l'épreuve d'obus, il a franchement récupéré. Mais malheureusement, il fait un passage en flotteur. Donc, on ne va pas regarder l'écho.
Parce qu'on a la bonne écho, ça date de 5 jours. Donc, on ne va pas regarder l'écho d'hier et opérer le patient. Et croisons les doigts pour qu'il ne s'en sorte pas avec une ECMO post-opératoire droite-droite. Voilà, donc voilà, c'est notre série de 12 patients, elle est là. Donc, on a opéré des intermax de stades différents. La majorité était 3 et 2. Pour les patients intermax 2, on a eu 2 décès. Donc, le décès, je pense que ce n'était pas à cause de l'intermax 2. C'était à cause du retard de prise en charge, à cause de la prise en charge du LVAD. Donc, on a retardé longtemps pour avoir l'autorisation pour mettre le LVAD. Le patient était prêt, l'équipe était prête, pas comme aujourd'hui. Mais voilà, donc on a opéré tardivement ce genre de patient. Et une mention particulière pour le travail d'équipe. Notre cardiologue, Dr Mourali, qui a insisté, c'est bien qu'un cardiologue insiste pour le LVAD. Donc, c'est lui le chef de file, donc il a tout fait pour nous aider dans ce sens-là. Il y a le professeur Tenguir, les anesthésistes aussi, il y a Zied, toute l'équipe donc, que je remercierai, et aussi l'équipe de l'HEGP qui parfois nous assiste. Donc voilà, je vous remercie. Merci Jalal à toi, merci pour cette très belle présentation.